Non, je voulais simplement savoir si les théories de la complexité, notamment de Morin et de Lemoine, vous avez un peu inspiré, parce qu'indéniablement, dans ce côté dialogique, un peu de votre démonstration, ça me faisait beaucoup penser à Bon, le lien à Morin, il est par le biais de Simondon. C'est-à-dire que Stigler et moi, nous sommes des Simondoniens. On se définit comme ça. Et Simondon, sur qui j'ai... Pour l'ensemble, tous mes bouquins ont porté sur Simondon. Simondon, c'est le grand penseur des années 58 qui a créé la première théorie de la complexité, que Morin connaissait très bien, mais il ne le cite pas. Voilà, donc Morin fait un peu avec Simondon ce que Vial fait avec Stigler. Et alors aujourd'hui, on redécouvre Simondon, et je sors en juin un bouquin où j'explique le rôle qu'a joué Simondon pour des gens comme Edgar Morin, Henri Atlan, Bruno Latour, qui a beaucoup lu Simondon, qui n'en parle pas non plus. Donc aujourd'hui, on redécouvre Simondon, et grâce à Simondon, on peut aller beaucoup plus loin que Morin et que Latour. C'est ce que fait Stigler. D'autres questions? Bon, ça a intimidé tout le monde. Moi, j'en ai une. Ou j'en ai 10, mais j'en poserai qu'une qui, j'espère, aidera un peu les gens du public. Moi, je pense que Vial, c'est pas intéressant. Alors, je pense que j'ai demandé à Bernard, j'ai posé la question à Bernard, il m'a répondu tout de suite, là, ce matin. Parce qu'hier, je lui dis, je vais parler de Vial, est-ce que tu as lu Lettres et l'écran? Et je dis, Vial m'a avoué qu'il utilisait sans le dire. Et Bernard me répond, j'ai commencé à le lire, ça m'est tombé des mains. Ce qui est dommage, c'est que dans son petit traité du design, il faisait appel pour une part à la phénoménologie post-heideggerienne et pour une autre part à Wittgenstein. Et en fait, il semble-t-il, il ne creuse pas la voie Wittgenstein, et c'est un peu dommage. Ouais. Bon, quoi qu'il en soit, je voudrais que, tout simplement pour revenir sur la question du design social, à proprement parler, la tentation totalitaire, ou même micro-totalitaire, pourrait-on dire, parce que si on prenait la voie foucaldienne ou deleuzienne, on pourrait dire que le design social qui a vocation à former la société, ou à former des micro-sociétés, pourrait être aussi dans une forme de normalisation de l'action publique, qui serait certes pas forcément l'action de l'État, mais à des échelles inférieures. Et donc je voudrais que tu puisses à nouveau réexpliquer le rapport entre les pratiques des designers à proprement parler et le rapport avec la politique comme telle, c'est-à-dire la politique instituée, institutionnalisée, formalisée dans les partis, dans les élus. À partir de quel moment on ne serait pas dans des micro-totalitarismes, pour le dire de manière très paradoxale justement, en tant que le designer serait investi de ce que l'État normalement a à gérer, et qu'il le ferait de manière, disons, à une échelle d'humilité ou plus faible sur des groupes plutôt que sur la société tout entière, et qu'on aurait pour autant une garantie que là, il n'y aura pas d'effet de totalisation, mais un effet plutôt positif, constructeur, etc. Je pense que c'est pas si évident. Donc au fond, c'est pour replacer la question de la pratique elle-même, l'acte du design social, en rapport avec d'un côté les sphères du pouvoir élus et de l'autre les citoyens en l'occurrence. Et comme le designer est celui qui conçoit et qui est conçu aussi par les objets techniques, par l'environnement technique, mais c'est lui, il est un opérateur, ce que ne sont pas forcément les élus ou les citoyens. Même si dans le design social, les citoyens ont tendance à devenir eux-mêmes des opérateurs sur les lieux de vie. C'est-à-dire conscients, volontaires et selon un but défini. Bon, je ne parlerai pas de tel ou tel parti politique et de telle situation concrète, mais pour replacer, pour faire le lien entre ce que tu dis et ce que moi j'ai voulu dire, je dirais que ce qui est important de rappeler, c'est que ce qu'on voit à travers, par exemple, l'exposé de François Gégou, quand on voit des initiatives qui, moi, me donnent beaucoup d'espoir en termes de démocratie participative, quoi. Ça me donne voilà, ça m'enthousiasme de voir que des gens se bougent. Mais ce qu'on voit là, eh bien, lorsqu'on l'appelle design social, ce qu'il faut bien voir, c'est que
en fait, on est dans une action politique, mais citoyenne. Mais c'est du politique parce que ça consiste à jouer sur nos relations humaines, les relations sociales. Donc c'est du politique au sens large et noble du terme politique. La politique, c'est l'art de gérer la cité. Et il n'y a pas que les institutions ou les gouvernants qui font ça. Un citoyen a une action politique par sa manière de gérer ses relations aux autres. Alors, le design social, là, c'est de l'action politique. C'est pour ça que les politiques s'intéressent aux designers pour leur demander de mettre en place des nouveaux modes de relations humaines, dans des nouveaux contextes plus conviviaux. Oui, ça interpelle immédiatement le politique. Il a conscience qu'il peut jouer sur la société à travers le designer. Alors, après, évidemment, se présente le risque de l'imposition d'une forme à cette société. C'est ce que j'appelle l'injonction à la participation. Oui. C'est pour ça qu'il est important, et François Gégou l'a rappelé, il est important que ça soit une action collective, et que le designer soit au sein d'un collectif humain qui est réellement participatif quant aux décisions mêmes qui vont jouer sur le mode de relation. Et par ailleurs, donc, en lien avec cette idée, il y avait aussi cette autre idée que le social, si l'on considère que le social, c'est aussi désormais tous ces objets en tant qu'ils nous font, si on admet cette idée nouvelle, que ces objets nous font, alors en effet, notre responsabilité est d'autant plus accrue, puisqu'on aménage des milieux, pour qu'il y ait plus de convivialité, on aménage des milieux qui sont désormais notamment numériques, on ne peut pas faire sans, et il faut qu'on ait conscience de l'effet que peuvent avoir ces milieux sur notre fonctionnement interne, notre fonctionnement psychique. Donc ça suppose un travail considérable d'analyse du fonctionnement humain en termes psychosociaux, puisqu'il faut faire intervenir désormais l'action de tout ceci sur nous. Alors voilà, donc j'ai voulu simplement replacer les choses. Design social, ça porte très mal son nom, sauf aujourd'hui. Si l'on admet aujourd'hui que les milieux techniques nous font, alors oui, c'est du design en effet social. Mais sinon, avant cette prise de conscience, on n'avait pas de raison de nommer cela du design social. C'est pour ça qu'à mon avis, ceux qui ont nommé ça ainsi, ce sont des gens qui ont pressenti que la thèse de Stigler est vraie. C'est-à-dire que nous sommes faits par ce que nous faisons. Je pense qu'ils ont pressenti cela. Sinon, il n'y avait pas de raison d'appeler ça du design social. Vous pouvez appeler ça simplement du design, non plus de l'objet, mais du design du milieu de vie. Design du milieu de vie. Et non, ils sont allés jusqu'à design social. Je sculpte la société en sculptant ce qui nous entoure. Parce que ce qui nous entoure nous fait. Mais est-ce que ce n'est pas aussi un pléonasme, design social? Tout simplement. Alors, si on considère que le design est une activité, si on considère que le design est le fruit du social humain, c'est un pléonasme. Mais quand je dis design social au sens où on travaillerait sur la société, ça ne peut pas être un pléonasme. C'est au contraire une énormité qu'il s'agit de justifier. Il y a deux façons de comprendre l'expression. Soit je dis design social parce que tout est social, tout est fait par la société. C'est la société humaine qui fait. Donc le design est fait par la société, donc il est social. Non, c'est évidemment pas dans ce sens-là qui m'a intéressé, parce que c'est un pléonasme. Ce qui m'intéresse, c'est le sens fort. Design social. Je travaille sur la société. Mais pour qu'on puisse travailler sur la société, rien qu'en travaillant sur les milieux techniques, ça veut dire que les milieux techniques font la société. Ça, c'est une thèse nouvelle, radicale. Seuls des gens comme Stigler ou Sloterdijk la défendent aujourd'hui. Ceci, ça nous fait. Je ne peux pas penser sans tout ça. Excusez-moi, vous avez posé la question de la responsabilité, en évoquant aussi le fait que la technologie puisse à un moment donné produire de la misère, vous faisiez référence à quoi en particulier? De la misère, j'ai pas parlé. De la destruction, pardon. Oui. Pardon. Parce que les psychologues aujourd'hui découvrent des problèmes nouveaux chez les jeunes. Par exemple, on a compris depuis quelques années
grâce à des travaux américains ou allemands, qu'il y a une destruction de ce qu'on appelle la capacité à l'attention. Hein. Par exemple, alors moi je le vois tous les jours chez les jeunes, que j'ai en face de moi, la capacité à se concentrer un quart d'heure sur la même chose est en train de disparaître. On est dans le zapping permanent. Et ça, c'est un énorme problème. Il va falloir qu'on apprenne à gérer le nouveau milieu numérique qui nous incite à ne pas nous concentrer plus de 5 minutes sur quelque chose. C'est un énorme problème. Le problème de la mémorisation aussi est énorme. C'est lié, hein, capacité à l'attention, capacité à la mémoire. Tout ça est en train de disparaître. Il faut qu'on apprenne à gérer d'une autre façon le numérique pour qu'on puisse penser sans pour autant être capable d'attention ou de mémoire comme on l'était auparavant. Il va falloir penser autrement. Pour l'instant, on pense moins. Il va falloir qu'on pense à nouveau, mais dans ce nouveau contexte. Mais pour l'instant, on pense moins. Ça, c'est clair. Tous les enseignants le disent. On pense moins. D'où la montée extrêmement facile des extrémismes. Extrêmement facile. Crise économique majeure. À partir du moment où le niveau intellectuel n'a pas augmenté, parce qu'on parle toujours de niveau intellectuel. Il y a des aberrations concernant l'éducation nationale en France et ailleurs. Hein. Il y a des aberrations. On nous dit 82% de réussite au bac, ça n'a jamais été atteint. Vous interrogez les enseignants, ils vous disent tous que les exigences ont baissé et qu'ils sont obligés de faire ainsi. Ils n'ont pas le choix. Ils ne peuvent plus descendre en dessous de 5 sur 20. Les barèmes de notes sont faits pour qu'on ne puisse pas descendre en dessous de 5. La note minimale, c'est 5. Dans beaucoup de matières, c'est ça. On doit faire un rapport si on met 4. Et il y a des matières où il est impossible de mettre 4. Alors après, on va dire 82% de réussite au bac, c'est génial. Le niveau de nos bacheliers, tous les collègues sont d'accord, le niveau de nos bacheliers n'a absolument pas progressé. Et leur capacité à réfléchir n'est pas en hausse, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, nous sommes actuellement, en plus, nous sommes dans des problèmes de comportement. Nous avons des élèves qui ne tiennent pas en place. Être assis sur une chaise, c'est un problème. Nous avons ça chez les jeunes. Nos psychologues sont totalement débordés par des problèmes qui sont nouveaux et qui sont liés au monde numérique. Le monde numérique n'est pas le seul, mais il est le phénomène, parmi tous les phénomènes nouveaux, il est le phénomène dont il faut absolument penser les effets. On est en train de les penser, mais c'est nouveau, hein. Bon, je ne sais pas si vous faire un débat sur la jeunesse et son attitude, mais à l'inverse, est-ce qu'au moins on ne veut pas leur crédit d'être, comme à chaque fois on leur demande d'être un peu des hommes orchestres. Moi je trouve qu'aujourd'hui, le numérique permet à tout un chacun de toucher à plein de choses. Mais donc, ça, effectivement, voilà. Mais à la fois, ça leur permet d'avoir, d'être un peu des hommes orchestres. Alors, de développer absolument. une espèce de connaissance, une espèce de savoir qui, à un moment donné, brasse. Absolument. Il faut réinventer la société par le numérique. Hein. Moi, je plaide pour ça. Hein. Comme Stigler. Simondon annonçait en 58, il annonçait en 58 qu'on allait passer de la société du travail à la société de l'invention et de l'éducation, et que ça se ferait grâce aux réseaux informationnels. Il appelait ça les ensembles informationnels. On y est dans les ensembles informationnels. On les a, mais pour l'instant, on n'a pas compris ce qu'ils étaient et ce qu'ils nous font. Et lorsqu'on l'aura compris, on en fera la plus extraordinaire invention de l'humanité. Pour l'instant, elle nous détruit. Mais lorsqu'on aura compris ce qu'elle est et ce qu'elle nous fait, on en fera la chose la plus merveilleuse qu'on ait jamais possédée. Bon, on va finir là-dessus.